Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à Infotémis, Christine Moore discute sur les enjeux des femmes et des jeunes filles et la ruralité. Et on rencontre la coordonnatrice du Festival Western de Gig, Sonia Bélanger. Bonjour et bienvenue à Infotémis. La députée d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, et le Centre de femmes du Témiscamingue invitaient la population à une discussion sur les enjeux des femmes et des jeunes filles et la ruralité le 12 avril dernier. Cette activité était organisée dans l'objectif de réfléchir collectivement à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles afin qu'elles prennent part activement dans le développement du Témiscamingue. TV Témis était sur les lieux. Nous avons rencontré Christine Moore. Normalement, peut-être juste un petit mot justement sur votre expérience à l'ONU. Comment vous avez vécu ça? Peut-être nous raconter votre expérience un peu? Oui, bien dans le fond, on est arrivé le matin, il y avait vraiment des gens d'un peu partout. C'est sûr que, comparativement à d'autres événements internationaux, ce que j'ai participé, bien c'était vraiment une session intensive d'une journée. Donc, tu sais, il y avait moins d'événements sociaux, ce qu'on a pu échanger de manière informelle, mais on a eu des bonnes présentations par des panélistes d'un peu partout sur la planète qui nous ont parlé d'initiatives ou de constats qui avaient été faits sur la situation des femmes en ruralité. Fait que ça l'a permis de s'outiller, ça l'a permis de prendre conscience de certaines situations, de s'outiller dans... d'être au courant de divers outils qui ont été développés par d'autres femmes ou d'autres mesures qui ont été prises, des impacts que ça a eu aussi sur ces communautés-là. Puis, en plus, bien, en sachant, par exemple, des initiatives qui ont eu lieu dans des endroits où est-ce qu'on partait de beaucoup plus loin, bien, on est capable de voir à quel point ça a un impact positif. Et après ça, bien, quand on propose de l'appliquer, bien, on a les preuves que, si on peut dire, ça fonctionne. Puis vous, en quoi c'est bénéfique pour vous en tant que personne et en tant que député? En quoi ça va vous aider selon vous? Ça va être bénéfique? Bien, c'est sûr qu'en étant porte-parole de l'opposition néo-démocrate pour la ruralité, c'est totalement pertinent dans mon rôle. Tu sais, mon objectif, c'est d'essayer de trouver des mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place et aussi de faire, premièrement, prendre conscience de notre réalité, d'adapter les mesures, de faire en sorte que quand on propose quelque chose pour les femmes, qu'on ne le fasse pas nécessairement de manière mur à mur, mais qu'on ait vraiment des adaptations pour s'assurer que ces mesures-là aussi sont efficaces pour les femmes rurales. Donc, ça me donne des outils, ça me donne aussi des enjeux à soulever parce que, bien, quelquefois, il y a des enjeux dont on ne parle pas. Tant qu'on ne s'est pas mis dans la situation ou dans la peau d'une femme qui vit en ruralité, bien, des fois, on a de la misère au niveau du gouvernement à comprendre c'est quoi le quotidien de vivre en ruralité, de vivre, par exemple, dans un contexte où est-ce que, il n'y a pas de transport collectif de disponible, où est-ce que l'accès à l'éducation est beaucoup plus réduit, qu'il y a beaucoup plus par exemple, d'activités qui coûtent beaucoup plus cher. Les coûts ne sont pas les mêmes en région urbaine qu'en région rurale. Donc, il y a des impacts économiques, il y a des impacts sociaux, il y a même des impacts culturels de vivre en ruralité pour nos femmes. Donc, je pense que c'est important de le prendre en considération dans l'élaboration des politiques. Mais pour ça, il faut quelquefois prendre le temps de se mettre dans la peau. Il
femmes-là. Et s'il n'y a pas personne qui prend le temps, des fois, au Parlement d'expliquer c'est quoi le quotidien, c'est quoi la réalité, ben quelquefois, on passe à côté de certaines mesures. Quand on dit, par exemple, qu'on a sorti plein d'enfants de la pauvreté grâce aux allocations familiales, ça a peut-être eu un impact, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à ces allocations familiales-là à cause de l'entêtement de l'Agence du revenu. Et parce qu'ils n'ont pas accès à des services en personne, ils réussissent jamais à venir à bout de leur dossier. Et ça fait en sorte que finalement, bien, les allocations familiales qui sont supposées être là pour aider à sortir des enfants de la pauvreté, bien, cette femme-là, elle n'en voit jamais la couleur, puis ses enfants n'en bénéficient pas. Mais s'il n'y a personne qui l'exprime, cette réalité-là, puis qui la décrit, ces femmes-là, ils sont encore une fois en silence, puis on pense aveuglément que ce qu'on fait fonctionne, alors qu'il y a des problèmes, mais c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait. Aussi, un petit mot sur la soirée de ce soir. Est-ce que vous vouliez partager avec les gens? Puis comment vous aimez l'expérience comme ça? Un petit groupe comme ça, de pouvoir échanger comme ça avec les gens? J'imagine que c'est quelque chose que vous avez apprécié. Ben oui, c'est vraiment le fun d'avoir des discussions, de pouvoir aller. Puis moi, ben quand je fais ce genre de soirée-là, je sais jamais où est-ce que je m'en vais, dans le sens où est-ce que, bon, tu sais, j'ai une connaissance générale, j'échange avec les gens, mais je laisse vraiment aussi les gens contrôler un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, j'ai pas de fermeture à discuter d'enjeux divers. Donc, je pense qu'on fait des soirées comme ça, c'est important de laisser la discussion aller pour vraiment échanger sur ce que les femmes, sur la population a le goût de parler. Quelquefois, ça crée des surprises. Quelquefois, on s'attendait pas à parler de certains enjeux. Mais je pense qu'en ayant des discussions ouvertes et franches comme ça et un peu plus spontanées, bien, ça nous permet d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus véridiques, qui ne sonnent pas faux, et ça nous permet aussi de parler beaucoup plus de manière concrète de la réalité du terrain, de la réalité qu'on vit au quotidien. Peut-être une autre idée, Jack Ming-Sing, qui a été élu votre chef maintenant au NPD. J'imagine que c'est un beau vent de fraîcheur pour votre parti. Est-ce que vous avez des petits exemples comme ça de comment ça peut peut-être apporter un nouveau souffle à votre parti? Ben c'est sûr que, tu sais, un nouveau chef, ça l'amène une nouvelle dynamique. On a à s'adapter, par exemple, parce que, bien sûr, M. Singh n'était pas député fédéral comme les autres candidats à la course au leadership, donc on se connaît un peu moins. Ça permet des échanges. C'est sûr que, quelquefois, tu sais, on a quand même une perspective un peu différente dans le sens qu'on vient de milieux quand même assez différents. Tu sais, moi, je viens d'une ruralité, je viens d'un village de 350 habitants, donc la façon dont j'ai été élevée, dont j'ai grandi, dont j'ai vécu ma vie est pas la même que lui, mais il y a des points en commun, on peut avoir des échanges intéressants, puis je pense que de pouvoir échanger mutuellement sur nos perspectives, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus ouverte et large de la réalité que différentes personnes vivent. Fait que je pense que ça apporte un point de vue différent, mais aussi on a une équipe de députés qui sont vraiment des gens passionnés qui, chacun d'entre eux apporte sa petite touche personnelle, apporte ses commentaires pertinents qui nous permettent en tant qu'équipe d'être beaucoup plus forts. On vous en parlait récemment, le Festival Western de Gig a lancé un nouveau site web. Entièrement sponsorisé et bilingue, ce site offre un accès rapide aux informations importantes. Aussi, le plus grand changement dans ce nouveau site Internet est sans contredit l'achat des billets de tirage en ligne. Nous avons voulu en savoir plus et nous avons reçu dans nos studios la coordonnatrice de l'événement, Sonia Bélanger. Sonia, vous êtes nouvellement coordonnatrice de cette édition du Festival Western de Gig. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là de carrière? En fait, j'ai vu, comme tout le monde, probablement l'annonce. En fait, je l'ai entendue à la radio, puis j'étais présente. J'étais à ce moment-là dans un autre poste que j'essayais de développer d'autres compétences dans mon coffre à outils. Okay. Puis, dans le fond, moi, je suis diplômée là-dedans. J'ai une technique d'intervention en loisirs. Donc, depuis que j'ai gradué en 2005, je travaille dans l'événementiel. Je travaille dans l'organisation d'événements. Fait que là, quand ça l'a passé à la radio, ben, tu sais, ça attire toujours mon intérêt. Puis, ben, tu sais, je restais toujours quand même impliquée dans certains comités
j'étais impliquée à ce moment-là dans le comité de le Festival de la rigolade, le comité de la super fête à Saint-Eugène, le tournoi de balle à Saint-Eustache. Bref, je restais quand même impliquée, fait que j'aime beaucoup ça. Fait que ça m'interpellait pour ce qui était de l'organisation. J'aime beaucoup ça, ça paraît pas parce que je suis en entrevue avec toi, mais d'être derrière tout ça. Okay. J'aime ça, pas nécessairement être toujours au premier plan, puis d'être dans l'organisation d'un événement comme ça. Puis je trouvais que c'était un super beau défi parce que, tu sais, au Témiscamingue, il y a plusieurs événements qui se passent, mais pour qu'un emploi à temps plein, ça nécessite un emploi à temps plein, bien, ça veut dire que c'est un festival quand même assez d'envergure. Fait qu'il y a la foire gourmande, le rodéo, puis le festival Western Day. Je me disais, c'est peut-être ma chance d'avoir un emploi à l'année à temps plein directement dans mon domaine. Puis un seul événement. C'est quand même une chance. Là. Mais en même temps, c'est un défi, mais est-ce que ça cause un stress aussi? Bien, mon plus gros stress, c'était vraiment parce que je connais un peu moins le monde. Bien, un peu moins. Non, je connaissais pas du tout le monde du le monde des caisses. Okay. Ça c'était la partie qui m'embêtait un peu. Puis j'ai été super transparente avec le comité. Le conseil d'administration, bien, surtout la présidente, je l'ai rencontrée quelques fois avant de dire oui pour ce poste-là parce que je disais, comme je connais pas ça, là. Puis je trouve ça important que les gens qui gravitent autour de cet événement-là, surtout les administrateurs, connaissent ça. Puis, fait que là, je me disais, bien, je porte un chapeau, c'est le cas de le dire, qui me convient pas. Mais j'ai été rapidement rassurée parce que c'est une équipe qui se tient. Le CA est très fusionnel ensemble dans ce monde des caisses-là. C'est tous des gens qui triplent là-dessus. Il y en a qui non seulement c'est une passion, mais il y en a qui le pratiquent, tout ça. Fait que la présidente Roxane, elle m'a rassurée sur le fait que, tu sais, nous, j'ai d'autres dossiers à gérer, que le côté, tout ce qui concerne, tu sais, les activités, le gymkhana, les rodéos, c'était vraiment géré par différents administrateurs. Okay. Fait que là-dessus, je me suis dit, bon, bien, je vais au moins la première année pouvoir apprendre, puis après ça, peut-être plus pouvoir, tu sais, me sentir plus dans partie du clan là, au niveau équestre. Là. Fait que là, je fais mes classes. Là. Parlons-en du clan comme tel, parce que vous êtes la coordonnatrice, mais il y a une équipe autour de vous. Donc, la présidente Roxane. Roxane Savignac, qui est là depuis plusieurs années au sein du conseil d'administration. Là, Cette année, c'est sa première année en tant que présidente. Il y a la vice-présidente Marie-Pierre Paquin, qui, elle aussi, gravite là-dedans depuis qu'elle est toute jeune. Je pense que toute sa famille ont déjà siégé sur le conseil d'administration, selon moi. Il y a Lydia Vallée, qui, elle, est éducatrice au Centre de la petite enfance à Ville-Marie. Elle s'occupe justement du volet familial enfant, tout ça. Puis, il y a une nouvelle recrue. Bien, c'est pas une recrue dans le monde des caisses du tout, là. C'est Billy Larochelle. Oui. Bon, c'est ça. Tu vois, moi, je le connaissais pas. Okay. Fait que ça donne l'idée de... Tu sais, je débute dans ce monde-là, mais bon, lui, il s'est rallié à nous. Donc, ça fait partie le CA officiel avec moi comme à la coordination. Mais tu sais, on est appuyé tellement fortement avec le comité récréatif de Guigues. Okay. C'est une autre partie, tu sais, qui s'occupe peut-être moins de la gestion de l'événement, mais tout ce qui encadre, tu sais, l'aménagement, la mise en place de cette grosse semaine-là, c'est comme notre bras droit. Fait que, tu sais, on n'a pas un CA super nombreux, mais on manque pas d'aide, là. Et je pense que les bénévoles aussi sont importants dans cette organisation-là. Absolument. C'est comme... c'est le noyau un peu, tu sais, le conseil, mais la plupart des événements, je pense qui ont une réussite certaine, c'est parce que tout le monde s'implique. C'est une histoire de famille, ça, le Festival Western de Guigues. Je pense par rapport à Guigues, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Les gens sont tous... ils ont l'intérêt, sont impliqués, ils ont le sentiment d'appartenance à cet événement-là. Puis ça fait, c'est la 37e année. Je pense que ça a commencé avec une espèce de concours dans un champ, derrière une maison. Puis, tu sais, ça a grandi à l'ampleur que c'est rendu là. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout le monde, de près ou de loin, à Guigues, connaissent ou se sont impliqués dans cet événement-là. Est-ce que vous avez un chiffre, un nombre de bénévoles annuels? Écoute... J'ai mon tableau Excel dans ma tête, là, que je déroule. Non, c'est sûr que c'est je suis certaine que ça peut être entre 150, 300 bénévoles, là, je pense. Mais là, j'y vais fort, peut-être 300, mais si on compte tout le monde, je pense que ça peut ressembler Et ça ressemble à quoi leur
travail, leur bénévolat? Bien, ça peut être autant au niveau, tu sais, il y a différentes sections logistiques, que ce soit le placer, l'aménagement, toutes les grosses infrastructures, tu sais, tout ce qui est la portée du gravier, quoi que ce soit. Tu sais, on a une partie qu'il y a des gens qu'il faut qu'on paye, des matériaux qu'il faut qu'on paye, mais des gens qui viennent le faire bénévolement. Ça peut être la personne qui va juste aller porter mes billets à telle personne qui dit, bien, moi, je le connais, je passe par là, je vais aller le porter. Aider au niveau du maquillage, pour les enfants, de la section enfants, ça peut être dans les bars, naturellement. Les produits promotionnels. Écoute, il y a tous les aspects d'un événement, on peut avoir un bénévole greffé à ça. Là. Et je pense qu'il est fascinant aussi dans vos bénévoles, c'est qu'il y en a des tout jeunes et des plus âgés aussi. Le groupe d'âge est quand même assez large. Bien, absolument. Tu sais, comme j'expliquais, ça fait déjà 37 ans que ça existe. Fait que, tu sais, le meilleur exemple, ça pourrait être Marie-Pierre. T'as ses parents qui se sont impliqués. C'est mon oncle, c'est ma tante, puis elle était toute jeune. Fait qu'elle s'impliquait par la bande. Puis, à un moment donné, bien, elle est devenue membre du CA, comme elle le fait présentement. Fait que, tu sais, oui, ça part de tout jeune. Tu sais, je veux dire, il y a déjà ma fille qui fait du bénévolat pour ça. Elle a collé les étiquettes sur les pochettes. Fait que, tu sais, c'est une affaire de famille. C'est ça. Fait que, tu sais, si la famille s'intéresse à cet événement-là, à ce festival-là, bien, on entraîne tous nos jeunes là-dedans. Puis les comités récréatifs, même chose, leurs enfants là-dedans aussi. Tu sais, je veux dire, je parle du comité, mais dans le sens que c'est comme un tout, le CA du Western, puis le comité récréatif aussi qui s'implique dans la communauté, là, au niveau récréatif. Là. Et là, j'imagine s'il y a des gens qui se disent, bien, moi, j'aimerais ça être bénévole. On peut devenir bénévole n'importe quand. Hey, n'importe quand. Ça, c'est toujours gagnant. Bien oui, c'est sûr qu'on peut aller aussi selon le champ d'intérêt de chacun. C'est-à-dire, as-tu besoin on a-tu besoin de bénévoles à ce niveau-là? Tu vois, il y a comme un groupe d'étudiants qui ont levé la main, qui nous ont dit on aimerait ça s'impliquer, faire. Tu sais, parce qu'ils voulaient s'impliquer. Je pense qu'il y avait un truc par rapport à leur classe ou leur cours qui devaient faire du bénévolat en quelque part. Ils lèvent la main, on va faire du bénévolat au Festival Western, bien, on va leur trouver quelque chose à faire. On a simplement à vous contacter, soit via le site web dont on va parler d'ailleurs dans quelques secondes. Mais avant, il faut régler quelque chose. Oui. Parce que là, il y a eu une publication, un rapport de 600 pages, un vétérinaire qui a écrit ça. Oui. Et cette publication-là disait en fait que les rodéos qui avaient été organisés l'année dernière à Montréal et à Saint-Tite étaient illégaux en vertu de la loi du droit québécois, qu'il y avait des risques de lésions, de fractures, de blessures pour les animaux. Il est où le Festival Western dans cette histoire-là? Quelle est votre opinion à vous au Festival Western? Bien, en fait, je pense que le festival n'est pas nécessairement inquiet de la pérennité des rodéos au Québec. Okay. C'est basé, on va se le dire, on s'est basé sur, pour l'instant, un seul vétérinaire. C'est ça. Je comprends que son rapport est épais, mais ça peut être une vision peut-être plus influencée sur un certain angle que sur l'ensemble réel de ce qui est comment on traite les animaux à ce moment-là. Les éleveurs de ces animaux-là, ils en prennent soin, ils les payent cher, ils font tout ce qu'il faut pour les mener à terme, puis pour qu'il y ait des bonnes bêtes. Et tu sais, dans les pratiques de rodéo, on a des inspections de tous les équipements. C'est super bien encadré. Il y a des vétérinaires sur place. Il y a comme un contrôle qui est déjà appliqué. Il y a pas... c'est sûr qu'il y a comme des faits dans ces pages, quoi que ce soit, mais il y a déjà eu une injonction face à ça. La MAPAC est là-dessus, va essayer de trouver des protocoles à suivre. Et avec ces protocoles à suivre-là, qui peut-être, je pense, sortiront éventuellement ou sont peut-être déjà sortis, ça va encore plus renforcer, renforcer dans le sens que l'animal soit encore plus encadré, ce sport-là soit encore plus encadré, puis qu'il n'y a pas, non, de négligence faite aux animaux. Fait que par rapport à nous, le Festival Western de Gig, on n'a pas de crainte. On est rodéo. Hashtag on est rodéo. Et en fait, on n'a pas peur à pas de rodéo, mais en plus, c'est que si ce festival-là n'a plus de rodéo, qui est comme l'attrait le plus populaire de ce festival-là, bien, on tombe à un festival qui va être plus... il va y avoir des petites compétitions équestres et quoi que ce soit, mais plus musical, tout ça. Fait que ça pourrait prendre une autre tournure, mais pour l'instant, le festival est très confiant. On n'a pas peur de ce qui vient de se passer là. Roxane est montée, elle a répondu à tous les journalistes sur ce sujet-là, puis on est très confiants, puis
écoute, je pense que c'est... On ne criera pas au loup tout de suite, là. C'est ça, c'est à suivre, anyway, Oui, ce c'est dossier. ça. Et voilà. Donc, 37e édition du Festival Western de Gigs, c'est du 7 au 12 août prochain. 6 jours de programmation cette année encore. Il y a un nouveau site web là, qui vient d'être lancé. Pourquoi c'était nécessaire, ce site web-là? Bien, écoute, si jamais tu as été sur l'ancien, il était quand même désuet. Tu sais, ça va vite, la technologie. Ouais, hein. Tu sais, dans le fond, dans 5 ans, il va falloir qu'on revoie encore ce site-là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix de se tenir très, très, très à l'affût de comment ça se passe parce que ça va être ça, le nouveau monde maintenant. C'est sûr que quand je vous parlais tantôt que c'est populaire, puis c'est populaire auprès de gens plus âgés autant que jeunes, il faut rester quand même conscient de notre clientèle. Sauf que plus ça va, plus ça se tourne vers ça. Le nouveau site, c'était pour... en fait, il y avait il voulait vraiment faire la vente de billets sur Internet du tirage pour alléger tout ce qui est cette tâche-là d'aller porter tous les billets partout, tout ça. Peut-être que les gens ne sont pas conscients de la lourdeur et du temps que ça prend. Donc, on voulait alléger tout ça. Puis on s'est dit, bien, plus ça va, plus les gens utilisent Internet, que ce soit pour des billets de spectacle. Tu sais, mettons, j'ai parlé avec la directrice du RIF, puis je me disais, tu sais, ça marche-tu? Est-ce que les personnes... Oui, ça fonctionne bien. Bon, fait qu'on s'est dit, tant qu'à avoir... l'accès à l'achat des billets en ligne, bien, renippons notre site web. Fait qu'on a fait un 2 dans 1. Fait qu'on est bien content de pouvoir présenter un nouveau site qui facilite la navigation aussi. Là. Je veux dire, quand tu fais un nouveau site, tu essaies de faire en sorte que ça soit simple, que ça soit des mots-clés quand tu fais une recherche sur Google. Il y a tout ça à penser, que ça soit sponsorisé qu'on appelle. C'est si tu mets bot western, bien, tu vas avoir dans tes liens, on veut que le site web sorte le plus souvent pour être une référence très marquante au niveau d'un festival western. Fait qu'il y a ça, faciliter. Rendre l'accès plus agréable, la navigation plus agréable, puis, ben inciter les gens à aller prendre l'information là. Puis, c'est d'avoir quelque chose de plus actuel pour répondre à l'effervescence là, de ce qui est l'Internet maintenant, là. J'ai été sur ce site-là pour aller voir un peu à quoi ça ressemblait. Quand on clique sur « Programmation », c'est écrit « À venir, la programmation ». Oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des scoops à sortir? C'est sûr que je vais vous inviter, si vous voulez avoir les vrais scoops, au lancement le 4 mai prochain à l'Éden Rouge à Gig, sous formule de 5 à 7. Mais sinon, j'ai le goût de dire, parce que je l'ai déjà dit avec CKVM, qu'on va faire... je ne vais pas trop en révéler, mais on va faire un accent vraiment, on va essayer de faire une relève à ce beau sport-là, EQS. Fait que, si on essaie de pousser un peu l'idée, c'est que peut-être qu'il va y avoir des choses pour des initiations de quelque sorte, avec les chevaux, les veaux et ces choses-là. Fait que ça serait une nouveauté quelque chose de nouveau qu'on va apporter. Ensuite de ça, il y a un volet culturel aussi qu'on va intégrer cette année, un petit peu plus au niveau culturel, une activité plus culturelle dans la programmation, je trouve. Puis sinon, on revient avec les classiques. Puis cette année, des bons spectacles. C'est ça. Il y a des rumeurs que Caillouche reviendrait. En tout cas, j'ai entendu ça dans les branches. Est-ce que ça, c'est... Ça pourrait être vrai. On va laisser ça en rumeur, on va dire ça au lancement. Si c'est le cas, tant mieux, mais on va faire la grande annonce lors du lancement le 4 mai prochain. Mais on ne sera pas déçus, c'est certain. Bien, c'est sûr que au non. Niveau des c'est sûr que non. Donc, toute cette information-là que l'on retrouve aussi, vous en avez parlé, on peut acheter des billets directement, mais il y a quelque chose de nouveau aussi avec les billets. Entre autres, au niveau des enfants, il y a des nouveautés, en fait, au niveau des billets. Bien, absolument. Cette année, on a du temps qu'à y aller dans la nouveauté. Allons-y fort. Fait que si vous allez sur le site, vous avez comme un endroit pour sélectionner la partie où ce que vous voulez être installé, admission générale, où ce qui sont toutes les estrades. Sauf que cette année, on s'est dit, bien, avec les nouveautés, on a dit, on va essayer de privilégier un peu certains fervents, là, les vrais fanatiques qui voudraient donc bien être proches des chutes, directement où ce que l'action se passe. Fait qu'on a fait des zones, on l'appelle Ford BRP. C'est des accès pour ceux qui veulent avoir vraiment être dans l'action, puis qui ont le goût de faire partie intégrante du rodéo ou bien du gymkhana, peu importe. Fait qu'il y a cette section-là qu'on peut sélectionner dans l'admission générale avec un coût de 30 $. C'est 50 $ pour le billet de tirage qui te donne accès au rodéo.
30 si tu veux être assis, assurer ta place, en fait, à côté des chutes. OK? Fait que ça, c'est notre nouveauté. C'est une zone 18 ans et plus, naturellement. Fait que ces gens-là qui achètent ce forfait-là, ben, ils ont des trucs de plus. Ils ont comme des petits coussins d'estrade, ils ont un refroidisseur à canette, ils ont un cordon à clé. Bref, c'est des petits privilèges qu'on leur donne en étant là. Sinon, on a, qui fait plaisir pas mal à beaucoup de monde, c'est les accès au rodéo pour les enfants. De 0-4 ans, les enfants, ben c'est considéré qu'on peut les asseoir sur nous, fait qu'ils prennent pas nécessairement de place, fait qu'ils n'ont pas de frais à ça. De 5 à 12 ans, il y a des billets pour le vendredi et le samedi au coût de 15 chaque soir. Fait que de 5 à 12 ans, on peut se procurer des billets pour nos enfants. Fait qu'au lieu de s'acheter des billets de tirage qui donnent accès au rodéo, on a juste l'accès au rodéo pour les enfants. Sauf qu'il y en a qui disent, ben moi, je veux avoir plus de chances de gagner les prix de tirage. Fait ils continuent, c'est ça. Pour eux, ça ne change rien. Mais pour ceux qui se disent, ben moi, j'achète mon billet de tirage à moi, j'ai une chance de gagner, puis c'est suffisant pour moi. J'ai 2 enfants, ben il y a la possibilité d'acheter des billets de tirage, pas des billets de tirage, des billets pour le rodéo. Pour les enfants. Oui, à 15 Le billet de tirage comme tel, on sait déjà les prix que l'on peut gagner. Oui. Quels sont-ils? Hey, là, je vais y aller avec ma mémoire. Pourtant, c'est pas comme je ne savais pas. La Misto, cette année, on est revenu avec une Misto. Fait que le 4 mai, vous pouvez gagner les tirages de un spa. Là, la marque, c'est un beau spa. Il y a le congélateur qui vient de chez Ideco, offert par Ideco, mais avec là-dedans, on s'était dit, on pourrait le remplir de viande. Fait qu'on a un 1 000 de certificat cadeau à la boucherie de Geek dedans. OK. Ben dedans. Je veux dire, vous allez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez acheter du ketchup, mais vous pouvez acheter aussi un T-bone avec le 1 000 de certificat cadeau. Donc ça, c'était l'ensemble qui va ensemble. Une génératrice Honda. Et on a 2 prix en argent, 500 et 250 je crois, pour la Misto. OK. Pour le tirage de la Misto, c'est? le 4 mai. Le 4 mai, on va le faire au même temps que le lancement de la programmation à l'Éden, sous formule 5 à 7. Donc, après ça, on a les autres prix. Le voyage à Saint-Tite, bien, la Ford Focus, naturellement, la Ford Focus. Le voyage à Saint-Tite, on a 250 d'essence offert aussi pour aller à Saint-Tite. Tu as des billets pour aller voir les spectacles à Saint-Tite. On dirait qu'il m'en manque quelques-uns. Des prix en argent. Un tracteur à pelouse. Oui, c'est vrai. Un gros tracteur à pelouse. Donc, c'est ça pas mal l'ensemble de nos prix, mais vous pouvez aller voir sur le site, ils sont tous détaillés. Fait quand même plusieurs prix intéressants à gagner. Puis, beaucoup de gens ont participé, ont voulu être... OK, nous, on veut faire partie du tirage. Les gens aiment ça, faire partie du tirage quand même. Ouais. Donc, on rappelle, si on achète notre billet à 50 on a la passe pour le rodéo. Pour les 2 soirs. Pour les 2 soirs, exactement. Oui. Si quelqu'un, Sonia, n'a jamais été au Festival Western de Gig, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à venir voir de quoi ça a l'air? Je pense que l'atmosphère qu'il y a là, la frénésie, l'espèce de sentiment de faire partie d'un clan, d'une famille, même si dans l'année, t'es pas nécessairement western. C'est trippant de voir la convivialité qui se passe là. Puis c'est surtout que plusieurs choses, la plupart des choses sont gratuites. Tu vas sur un site, puis tu as accès à... Il va y avoir une petite fermette, ça je ne l'ai pas dit tantôt, mais pour les enfants, les jeux gonflables, pour les enfants, tu as toujours des spectacles en journée. C'est pas tous les festivals que tu vas là, puis que tu as toujours des prestations musicales live devant toi qui sont toujours quand même le fun. Puis des kiosques quand même, il y a des choses intéressantes. Tu peux t'acheter des produits, du monde western un peu. La plupart des activités, comme je disais, sont gratuites. Puis sinon, ben faut que tu vives ça une fois dans ta vie, le rodéo. Et tu sais quoi? Je vais le vivre pour la première fois. Mais j'ai vu plein de vidéos. Fait que là, on dirait que je connais plus l'espèce de frénésie, l'espèce d'excitation qu'il y a là. Fait que je trouve que c'est vraiment c'est comme si le village devenait Festival Western de Gig. Pour une semaine, je trouve ça si beau à voir. Pour l'avoir participé, j'ai fait plus au niveau des activités familiales, moi, par exemple. Sauf que là, je vais le vivre de A à Z. Puis je suis bien excitée de ça. Fait que je pense que je suis la première à pouvoir convaincre n'importe qui de venir à cet événement-là. Donc, du 7 au 12 août prochain, du côté de Saint-Bruno-de-Guigue, le 4 mai pour la programmation. Oui. On va savoir si c'est vrai que Caillouche revient ou pas, ou si ce sera d'autres personnes. Donc, merci beaucoup, Sonia Bélanger. Ça fait plaisir. Merci. Le magasin Provigo de Ville-Marie offre maintenant le service d'épicerie en ligne à ses résidents. Fort de son succès lors du lancement de son programme d'épicerie en ligne provigo.ca en novembre dernier, les compagnies Loblaw Limited offrent maintenant le service dans leur magasin franchisé
Provigo et Provigo Le Marché au Québec. Ce programme, dit-on, est un moyen pratique pour les clients de faire leur épicerie en ligne puis de ramasser leurs commandes au moment qui leur convient. Le personnel de Provigo, composé d'experts triés sur le volet, prépare les commandes et les remet aux clients lorsque ceux-ci sont prêts à se présenter en magasin pour les ramasser. Le marchand propriétaire du magasin Provigo Ville-Marie, Denis Nollet, est ravi de pouvoir offrir ce nouveau service aux résidents de son quartier. Par voie de communiqué, il a indiqué être convaincu que le modèle d'épicerie en ligne offert par Provigo.ca saura répondre parfaitement aux attentes des résidents du quartier qui apprécieront pouvoir intégrer la cueillette de leurs commandes à leur déplacement habituel au moment qui leur convient. Compagnie Loblaw Limited a décidé de lancer sa plateforme d'épicerie en ligne au Québec dû au franc succès de ce service ailleurs au pays et de la demande grandissante de la part des consommateurs. Le service a d'abord été déployé en primeur dans le Grand Toronto à la fin de 2014. Il est maintenant offert dans plus de 200 magasins dans 9 provinces. Pour débuter leur expérience d'épicerie en ligne ou pour obtenir plus d'informations sur le service, les clients sont invités à se rendre à l'adresse www.provigo.ca. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le CIS-AT, organise pour la première fois des journées d'embauche dans les 5 municipalités régionales de comté de la région. Selon les informations de Boualem Adjouti de ici Radio-Canada, la tournée commence le 25 avril à Val-d'Or, puis à Rouyn-Noranda le 1er mai, à Amos le 8 mai, La Sarre le 14 mai et à Ville-Marie le 22 mai. Les chercheurs d'emploi sont invités à apporter leur curriculum vitae, entre autres, et pourront passer une entrevue sur place. L'adjointe au président-directeur général Relations médias et chef des services de communication interne, Christina Sayer, affirme que plusieurs dizaines de postes sont à pourvoir. Je la cite d'ailleurs à ce sujet. On peut penser à des postes de métier, de manœuvre, plombier, électricien, mécanicien. On a également des postes de préposés aux bénéficiaires, d'auxiliaires aux services de santé et de services sociaux, des postes professionnels aussi comme des ergothérapeutes et compagnies qui sont à pourvoir. Fin de la citation. Christina Sayer rappelle que le CIS peine à recruter des employés en raison de la pénurie que connaît la région. Elle assure qu'un emploi sera offert sur place à chaque candidat qui réussira l'entrevue d'embauche. Le CIS est également en processus d'embauche d'étudiants pour pourvoir des emplois d'été. Le ministère de la Santé et des Services sociaux épongera le déficit de 22 millions de dollars anticipé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'année 2017-2018. Selon les informations d'Émilie Parent-Bouchard de ici Radio-Canada, le président-directeur général du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Yves Desjardins, attribue ce déficit anticipé aux particularités de la région, notamment à l'étendue du territoire à desservir, ainsi qu'au grand nombre d'établissements dispersés sur celui-ci. Yves Desjardins note cependant que ce sont les ressources humaines qui sont le plus grand poste de dépenses de son organisation, avec une proportion d'environ 80 % du budget. Il ajoute que ce déficit connu depuis les 2 ou 3 dernières années donne des arguments au CIS-AT pour convaincre le ministère de stabiliser les effectifs, notamment en augmentant la proportion de personnel qui occupe des postes à temps complet. M. Desjardins est d'avis qu'il y a des efforts qui vont être faits dans la prochaine année pour stabiliser les postes et aussi pour les conditions de vie telles les garderies à l'intérieur de l'établissement et d'autres enjeux qui facilitent mieux famille et travail. Il ajoute que les réorganisations de services qui sont en cours devraient permettre de réaliser d'autres économies. Plus de 800 visiteurs, dis-je, provenant de toute la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario se sont déplacés pour visiter les nouveaux locaux de la fromagerie au village de Lorrainville lors de la journée porte ouverte du 14 avril dernier. Rencontrés par la journaliste Lucie Charret du journal La Frontière, les propriétaires de la fromagerie étaient heureux, mais brûlés à la fin de cette journée. Christian Barrette, copropriétaire, a indiqué qu'ils avaient un objectif réaliste de 500 personnes et un objectif optimiste de 750. Des gens de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, La Sarre, Amos, Earlton, New Liskeard, Timmins, Sudbury et de partout au Témiscamingue ont pu découvrir les secrets de la fabrication du fromage, recevant toutes les explications de leur guide dans les chambres de réception du lait, de pasteurisation, de fabrication spécialisée, de fabrication cheddar, d'affinement et de vieillissement. Le pasteurisateur, un appareil dont le débit de pasteurisation est de 2500 litres à l'heure, en a impressionné plus d'un. Hélène Lessard, copropriétaire, indiquait qu'avant, elle pasteurisait le lait dans un chaudron. Imaginez la différence au niveau de l'économie de temps et d'énergie. Cet appareil de 125 000 $ est beaucoup plus écologique et la chaleur dégagée est réutilisée.
Les visiteurs pouvaient donc souvent poser des questions d'ordre technique illustrant leur intérêt pour la fabrication du fromage. Et une autre question revenait souvent, à savoir si les employés avaient le droit de manger du fromage au travail. Je cite à ce sujet Anne Barrett, nouvellement promue directrice générale. « Il y a toujours du fromage à leur disposition. Quand de nouveaux employés commencent à travailler ici, ils mangent beaucoup les premiers jours, la première semaine, ils en profitent. Après, ils deviennent un peu plus raisonnables, comme nous. » Fin de la citation. 2 des vaches laitières les plus productives au Canada sont au Témiscamingue. C'est ce qu'on apprend dans un texte de Tania Neveu, diffusé sur le site Internet de ici Radio-Canada Régional. La ferme Del Rio de Sainte-Eugène-de-Guigue possède dans son troupeau 2 vaches laitières qui se sont vues décerner en 2017 la 3e et la 6e place par Holstein Canada dans leurs catégories respectives. Les 2 vaches se placent ainsi parmi les plus productives au pays. Ce prix est remis à des bêtes qui se démarquent pour la production et la qualité de leur lait. Les 175 vaches de la ferme Del Rio ont toutes un prénom et sont toutes enregistrées chez Holstein Canada. La doyenne du troupeau DS est la 3e vache la plus productive au pays dans la catégorie des 10 ans et plus. Elle a 12 ans, soit plus de 4 fois l'expérience de vie moyenne d'une vache de race Holstein, soit de 3,9 ans. Classée 6e au Canada dans la catégorie des 5 ans, une autre vache, Missy, donne à elle seule jusqu'à 78 litres de lait par jour, soit l'équivalent de la production de 5 vaches normales. L'actionnaire à la ferme Del Rio, Sébastien Jacques, explique que ces honneurs vont plus loin que le bout de papier. Pour lui, d'élever une vache qui termine dans le top 10 au Canada, c'est vraiment une fierté. La ferme Del Rio participe volontairement à des tests de classification et de contrôle officiels depuis une 50aine d'années. Des milliers de vaches à travers le Canada y sont inscrites. Pour être classées parmi les plus productives, les vaches sont évaluées tous les mois. Le confort animal et la propreté des lieux sont aussi au cœur des décisions. La famille Jacques aimerait maintenant obtenir un 3e titre de maître éleveur, l'une des distinctions les plus honorifiques décernées par Holstein Canada. Pour eux, disent-ils, ce serait un peu comme gagner la Coupe Stanley. Autre bonne nouvelle, l'auteur du Témiscamingue, Olivier Guimond, est l'un des lauréats des prix du livre politique 2018 de l'Assemblée nationale. Diplômé de la maîtrise en histoire, il a remporté le prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant pour son mémoire intitulé « La trahison d'un amoureux des vieilles lois françaises, Louis-Joseph Papineau et le paradoxe du Seigneur républicain ». Le prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant est remis à un étudiant ou un auteur d'une thèse de doctorat ou d'une mémoire de maîtrise portant sur la vie politique québécoise. En entrevue avec ici Radio-Canada Régional, Olivier Guimond dit qu'il est satisfait d'avoir obtenu le prix, précisant aussi que c'est encourageant pour lui, qu'il a bien fait de choisir ce domaine. La distinction lui a été remise par le vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, sur la scène des rendez-vous littéraires du Salon international du livre de Québec, le 12 avril dernier. Le livre parle donc de Louis-Joseph Papineau, le chef du Parti patriote au début du 19e siècle, de ses idées, sa trajectoire politique et idéologique. La boxeuse olympique Ariane Fortin était de passage à l'école primaire de la Verlochère-Anglier le 10 avril dernier pour une conférence en milieu scolaire. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, l'athlète a raconté son parcours sportif et témoigné de ses expériences devant les élèves qui ont grandement apprécié son intervention. L'initiative de cette rencontre revient à l'enseignante en éducation physique Darkise Barry, qui avait inscrit l'école au concours Jouer gagnant, qui permet de recevoir un athlète olympique dans son école. Rappelons qu'Ariane Fortin est une boxeuse professionnelle canadienne, double championne du monde de boxe en moins de 70 kilos en 2006 et 2018. Ariane Fortin a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Le Témiscamien Sacha Guimond est de retour pour un repos estival en région après avoir évolué pour une 2e année en Europe. Cette saison, ce fut en Autriche. Selon les informations recueillies par le journaliste Guillaume Gonzalez, le jeune hockeyeur avoue avoir eu un démarrage de saison un peu plus lent comparativement aux années précédentes. Il s'est vite rattrapé par la suite. L'équipe de Sacha Guimond s'est classée 5e sur 12 au terme d'une saison de 44 matchs. Leur aventure s'est malheureusement terminée en première ronde de série directement contre le premier de la Ligue. Concernant la suite de sa carrière, Sacha Guimond est formel sur une 3e année en Europe. Bien que le choix du club ne soit pas encore officiellement arrêté, un retour en Autriche semble le plus probable.
La Maison du Frère Moffett organise un concours de photos intitulé « Fais rayonner ton Témiscamingue ». Comme à chaque début de saison, la Maison du Frère Moffett publie plusieurs messages sur sa page Facebook incitant les touristes de l'extérieur à choisir leurs vacances au Témiscamingue. C'est ainsi que la population est invitée à participer à cet effort en envoyant ses plus belles photos de la région du Témiscamingue. Vous courez la chance de gagner un certificat cadeau pour une visite à la Maison du Frère Moffett pour 4 personnes. La date limite pour envoyer vos photos est le 3 mai 2018 à minuit. Visitez la page Facebook de la Maison du Frère Moffett pour avoir tous les détails. Le Jeune Barreau de Montréal, le JBM, en partenariat avec le Jeune Barreau de Québec, le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique, tiendra la 30e édition de sa clinique juridique téléphonique les 21 et 22 avril prochains. De 9h à 16h30, durant ces 2 journées, des avocats et notaires bénévoles offriront gratuitement des conseils juridiques par téléphone dans 2 centres d'appel situés respectivement à Montréal et à Québec. La clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est l'occasion pour les citoyens de s'informer de leurs droits et de leurs obligations, qu'il s'agisse de préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail, à la gestion des successions ou autres. Les avocats et notaires bénévoles seront disponibles pour répondre à vos questions et ce, gratuitement. Il suffit tout simplement de téléphoner au numéro sans frais 1-844-779-6232. Fondé en 1898, le JBM représente les avocats de 10 ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 5000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde en termes du nombre pour une seule ville. Sa mission est double. D'une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D'autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et d'information juridique auprès de différents segments de la population et il organise des activités de bienfaisance. Dans l'ensemble, il vise à améliorer l'accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. Le JBM propose plusieurs services favorisant l'accessibilité à la justice à la population québécoise. Pour en prendre connaissance, on vous invite à visiter le www.ajbm.qc.ca. Les élèves en piano, chant et flûte traversière vous convient au concert annuel de l'École de musique Les Jeunes Concerts du Témiscamingue. Le spectacle se tiendra le dimanche 29 avril prochain à 14h. Ça se passe au Centre Frère Moffett de Ville-Marie. Et voilà ce qui complète Infotémis. La semaine de l'Action bénévole 2018 se déroule jusqu'au 21 avril sous le thème cette année « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ». TV Témis tient à souligner l'apport inestimable de tous ces bénévoles. Merci pour votre temps, votre talent et votre soutien qui est si important pour nous. Merci d'avoir été là. À bientôt. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.